Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même du business plan. Alors nous sommes toujours en début d'année avec les vœux traditionnels, bonne année et bonne santé. Je pense que cette année, la bonne santé est plutôt à la mode, alors j'espère que vous avez déjà démarré votre programme 2022. En attendant, je vous propose ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur de recevoir un artiste belge de renommée internationale qui a fait ses preuves sur le petit écran depuis bien longtemps, sur les planches également à Paris et à Bruxelles, qui a également écrit plusieurs one-man shows, plusieurs pièces de théâtre. J'ai nommé Stéphane Cuvelier, s'il fallait encore le nommer. Alors cette fois-ci, Stéphane va partager avec nous un petit peu de sa carrière et comment il a géré sa santé, comment il la gère aujourd'hui, puisque vous le savez, les artistes sont depuis 2 ans fortement malmenés. Nous allons découvrir avec grand plaisir son avis sur justement cette santé et comment lui arrive à tenir le cap. À nouveau, un épisode pour vous inspirer. La semaine dernière, nous avions vu une autre façon de voir la santé. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à Docteur Humour qui va nous donner un petit peu les meilleures recettes, les meilleures attitudes ou en tout cas son attitude par rapport au stress ambiant. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous écoutez le podcast sur YouTube et de vous abonner sur les différentes plateformes pour ce podcast In Shape to Grow. Je vous souhaite une bonne écoute et prenez soin de vous. Salut, salut. Eh bien, bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, David, je vais très très bien. Je te remercie. Et toi? Ah, je vais bien et je suis très content de t'avoir pour ce podcast, le podcast qui a comme mission d'inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même de leur business plan. Et donc, je voulais justement aborder chez toi un autre partie de la santé, mais est-ce que tu me permets de d'abord revenir sur quelques éléments clés de ta carrière? Bien sûr, avec grand plaisir. Dis-moi. Alors, tu es né en 1972, pour un peu brouiller les pistes, à Bruxelles, et pendant près de une vingtaine d'années, tu as été autodidacte. Et donc, tu as, j'imagine, grandi comme beaucoup d'enfants des années 70, des années 80. Est-ce que justement, à l'époque, tu étais plutôt déjà plein de créativité à faire des calembours et à faire des farces, ou est-ce que tu étais plutôt introverti dans la lecture, ou est-ce que tu te roulais, je dirais, dans les prés ou dans les forêts, comme les enfants pouvaient faire à une époque? Alors non, parce que j'ai une vie assez particulière. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la malchance de perdre ma petite maman à l'âge de 8 ans d'un C'est accident ça. de voiture. Et je me suis retrouvé après à vivre avec un père alcoolique qui me battait, qui m'a permis ensuite d'aller vivre à la DAS, donc le home, comme on dit en Belgique, les homes d'enfants battus, et enfin enfants en tout cas avec difficulté, parce que tous n'étaient pas battus, mais tous avaient un point commun, c'était plus de famille. Et j'ai été très vite propulsé dans la vie réelle, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, j'ai C'est ça. arrêté l'école à 17, et c'est comme ça que j'ai tout appris par moi-même au fur et à mesure. L'école de la vie, c'est l'expression qui correspond le plus, l'école de la vie. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis imposé dans tout ce que je faisais. Et effectivement, j'étais plutôt extraverti qu'introverti, oui. Et du coup, dans cette extraversion, tu l'as plutôt trouvé dans la créativité plutôt que dans une activité sportive ou comment ça se passait au niveau de ton expression déjà en tant qu'enfant et adolescent? Eh bien, écoute, figure-toi que, est-ce de la chance ou pas, je n'en sais rien, mais très vite, j'étais baigné dans le monde du travail, donc j'ai toujours voulu, moi, être patron, être chef. C'est-à-dire que j'ai toujours été un bon élément. Donc, j'ai eu la chance d'être monté au sein de l'entreprise où je travaillais. J'ai travaillé à Walibi, qui est un parc d'attractions
où j'étais assistant gérant. J'étais manager au McDonald's à l'âge de 19 ans. J'étais un des plus jeunes managers de Belgique et le plus jeune de Bruxelles. Donc, j'ai eu, Wow. entre guillemets, cette chance de toujours aller de l'avant, aller le plus loin possible. Et comme j'avais justement, je pense, un caractère très extraverti, j'étais sûr de moi, j'avais confiance en moi, ben, de ce fait, on me proposait des postes plus grands. Et voilà, donc c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail. Et petit à petit, évidemment, je voulais faire le travail pour lequel je voulais me battre et pour lequel j'avais vraiment envie de faire quelque chose, c'était le monde artistique, ça oui. Le monde artistique. Et donc, effectivement, hein, c'est ce qu'on voit sur ton profil LinkedIn, autodidacte. Et en 1995, tu deviens comédien auteur. Mais je ne sais pas si on devient comédien auteur ou si on l'a toujours été. Hein, moi, je suis très, très loin du domaine artistique. J'ai fait un tout petit peu de saxophone, pour être honnête avec toi. On avait l'impression d'avoir un bateau qui rentrait dans le port d'Anvers. Autant je peux faire des efforts en sport, autant au niveau musical ou au niveau créativité, je ne suis pas très, très doué. Et en 1996, tu te lances, tu t'embarques dans cette fameuse aventure à Paris, un petit Oui. Belge à Paris, un autre Belge à Paris, j'imagine. Enfin non, je ne peux pas imaginer ce que ça devait être dans les années 90 de débarquer comme ça avec ta Ah valise. non, c'était pas Ah non, non, du tout. Écoute, alors mon rêve dans ma vie, mon ambition, et c'était surtout un rêve, c'était de faire du one-man show, vivre à Paris et jouer au point-virgule. Et j'ai eu la chance de vivre à Paris, faire un one-man show et de jouer au point-virgule. Tout à Et à fait. l'époque, C'est là que je voulais ouais. en venir sur cette deuxième question. Donc, en 98 ou en 98, hein, ça dépend de quel côté de la frontière on se trouve, tu commences quelques sketchs et puis tu fais une des premières planches en 1999 dans Droit de succession où tu joues le rôle d'un surfeur, peut-être le début d'une carrière sportive, on en reparlera après. Mais en 2000, tu crées ton one-man show, hein, Stéphane Cuvelier se lâche. Le deuxième, Pendant oui. 2 ans au point virgule. Ma question, c'était, ça ressemble à quoi la vie d'un comédien pendant 2 ans, être à l'affiche d'un one-man show? Est-ce que c'est une fois par semaine, 3 fois par semaine? C'est toutes les semaines? Tu travailles quoi de 18 heures à 3 heures du matin? Ça se passe comment, le rythme d'un comédien à ce moment-là? Alors, tu fais bien d'insister sur ce moment-là, parce que je pense que c'est plus du tout la même chose. À l'époque, il faut savoir quand même qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, on remplissait les salles. Moi, je tractais à Paris, je tractais dans le Marais, le quartier du Marais, parce que le point-virgule se trouve dans le quartier du Marais. Et je tractais, j'étais quasi le seul humoriste à faire ça. Et ce qui fait que je remplissais assez bien mes salles, puisque je donnais les moyens. Encore une fois, je me suis toujours donné les moyens de réussir ce que je faisais. Et aussi, on n'était pas 150 000. Faut le savoir quand même, à l'époque, c'est pas comme maintenant où je suis perdu complètement paumé avec tous les stunts de piste qui existent et tout ça. Donc, on était peu nombreux. Donc, la place était plus, entre guillemets, pas facile parce qu'il fallait avoir du talent, mais on avait la possibilité de jouer plus longtemps. Si ça C'est ça. marchait bien, on nous proposait plus de dates, on venait nous chercher. Moi, l'anecdote, j'ai quand même pas mal de gens de province qui venaient me chercher uniquement parce que je jouais au point-virgule, qui n'avaient même pas vu mon spectacle. C'était vraiment notre carte de visite, hyper facile après. Et le Belge, à l'époque, il n'y avait pas encore Poulvord, Damiens, tout ça. Donc, j'étais un peu la risée du Parisien. C'est le petit Belge, le petit Bruxellois. Oh, c'est marrant, ton accent, il est mignon. Enfin, et j'ai même eu une attachée de presse qui me l'a dit, texto, dis pas trop que tu es belge, c'est pas trop bien vu ici à Paris. Ah bon, ok, bon, ben, j'étais un peu assez étonné, j'avais du mal à me retenir, mais j'étais assez étonné. Alors qu'après, 20 ans plus tard, en disant que tu étais belge, tu gagnais déjà des galons, quoi. C'est ça. Et du coup, physiquement, donc au niveau du rythme de ton travail pendant 2 ans pour un one-man show, c'est intense, c'est fatigant, c'est épuisant. Comment tu en es sorti? Eh bien, je jouais 3 fois par semaine. 3 soirs par semaine, c'était le dimanche, lundi, mardi. Et je travaillais la journée comme caissier dans un centre commercial qui s'appelle le BHV, Bazar de l'Hôtel de Ville, toujours aussi du côté du Marais. Et j'étais caissier le jour et comique la nuit. Et à Wow. côté, eh bien, je voyais d'autres artistes, d'autres humoristes. Donc, on avait une vie assez palpitante puisque la journée, c'était uniquement pour avoir un peu de sous. Et le soir, à l'époque, moi, j'étais pote avec Jean-Luc Lemoyne. Donc, on était ensemble, on partageait quelques moments ensemble. J'étais pote,
J'allais souvent à des soirées avec Bigard. Donc, j'avais cette vie nocturne parisienne très, très festive. Et la journée, j'étais caissier. Donc, ce qui fait que c'était très rigolo parce que souvent, les gens du Marais me reconnaissaient en caisse et c'était marrant de se dire, ah ben tiens, je vous ai vu hier soir, c'était génial. Et ah bon, vous êtes caissier? Mais ça étonne pas là-bas à Paris. Hein. Ça étonne personne d'être caissier le jour et comédien la nuit. Hein. C'était pas quelque chose de surprenant. Donc voilà, c'était mon rythme. Et puis j'étais jeune aussi, j'avais 26, 27 ans, donc c'était très festif. Aujourd'hui, tu me donnes ça, je veux plus. Oui, donc effectivement, à ce moment-là, c'est finalement un gros début de carrière. Puis tu vas alterner le théâtre, la télévision, le cinéma. D'ailleurs, en préparant cette interview, je suis allé revoir un petit peu tes premières vidéos sur ta chaîne YouTube. On parlera tout à l'heure. Et je pense qu'il y a certaines publicités dont je me souviens. Je dis, ah, c'est vrai, je me souviens de cette publicité-là. Oui, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment accro à la télévision. Et donc, en 2012, là, tu passes une autre étape puisque tu crées ta première pièce, hein, les deux Sous-Chics, qui vont enchaîner après un livre, et puis une deuxième version, une troisième version. Et ma troisième question serait, tiens, en tant que là, tu deviens encore plus dans la création. Comment fait-on pour créer comme ça un spectacle? Est-ce que c'est sur commande? Est-ce que tu te réveilles un matin, bon, aujourd'hui, je vais écrire 10 pages? Comment ça se passe au niveau de ce talent de créativité? Est-ce que ça dépend de ton humeur, de ta fatigue? Évidemment, ce podcast a cette connotation sur la santé, quelle que soit, je dirais, la manière dont on l'apprend. Mais comment on fait pour créer comme ça une pièce? Alors, déjà, les deux Sous-Chics, c'est pas ma première, c'est ma deuxième pièce. J'avais fait une première pièce qui s'appelait Pendaison ou Crémaillère, à l'époque où je vivais encore à Paris, où j'ai eu la chance de faire le Festival d'Avignon, on était allé jouer à Marseille, à Orléans. J'ai fait une petite tournée en France qui était vraiment très chouette. Mais là, quand je relis aujourd'hui cette pièce, c'était plein d'erreurs, c'était très naïf. Mais j'avais déjà la comédie en moi, mais je ne pourrais plus la jouer aujourd'hui. C'était vraiment les balbutiements. Et les deux Sous-Chics, c'est venu. C'est un concours de circonstances. J'ai joué une pièce qui s'appelait Le Clan divorcé ici en Belgique, qui est une reprise d'une pièce qui cartonne en France, qui cartonnait à Paris par Lille Vardar. On a repris cette pièce ici en Belgique. Donc le directeur de Comédie Centrale à Liège et Charleroi m'a proposé de jouer ce rôle. Je l'ai fait, ça a eu un succès phénoménal. Quand je dis phénoménal, c'est plus de 250 dates. En Belgique, c'est énorme, 250 dates. Et complet, archi complet. Wow. Et du coup, les gens ont dit, mais je veux revoir ce comédien. C'est qui celui-là? C'est Stéphane Cuvelier. Ah, mais je veux le revoir. Et le directeur m'a dit, tu n'as pas une pièce à proposer? Je dis, si, les deux Sous-Chics que j'ai écrite. Ah ouais, écoute, on va la mettre. Et je me suis dit, après le Clan des divorcés, ça va être difficile. J'ai dit, mais la barre est tellement haute que je me suis dit, bon, bah, ok, on va le faire, mais sans trop. Bon, on verra bien. Et ça a autant marché, si pas plus. Autant. Et après, le directeur m'a dit, attends, ça a tellement marché, il faut que tu fasses une suite. Ah bon? Ok. Et j'ai eu des dates avant d'écrire. Donc, ça m'a motivé. On a fait le 2 qui a succès vraiment phénoménal. Ah, Stéphane, il faut le 3. Ah, j'ai pleuré. Alors, 3, mais après, on arrête parce que je ne vais pas tourner les deux Sous-Chics 127. Oui, promis. Et j'ai eu des dates par la suite. Et ce qui fait que j'ai maintenant cette chance, et c'est vraiment une chance en tant qu'artiste, j'ai une chance énorme d'avoir déjà plein de dates sans avoir écrit la pièce. Et ça ne te met pas sous pression, ça? Non, au contraire, ça me motive. Ça me donne vraiment envie. Si je n'ai pas de date, moi, je suis incapable de créer si je n'ai pas de date. Et donc, le fait d'avoir des dates me donne encore plus l'énergie et évidemment l'urgence de créer quelque chose. Donc, moi, ça m'aide. Et ce que j'ai toujours fait, c'est partir en résidence. C'est un terme qu'on utilise dans le jargon, c'est partir pendant une semaine. Voilà, je pars une semaine, je partais souvent en Tunisie ou au Maroc tout seul. Je prenais un all-inclusive, comme ça, je devais penser à rien. Et j'écrivais la trame pendant une semaine. Voilà. Et quand je revenais, je faisais les dialogues. Et ça, c'est ma façon de travailler. C'est ça. Et donc, une journée type, alors, ça m'intéresse, quand tu es au Maroc ou en Tunisie, tu te lèves de bonne heure, tu vas te balader, tu déjeunes, tu écris. Comment tu fais? Tu fais des pauses? Comment ça se passe? Alors, justement, pourquoi je partais en résidence? Parce que j'ai un bonheur d'avoir une femme magnifique et 2 enfants exceptionnels, mais ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace, ça fait du bruit. Donc, uniquement le fait de me retrouver seul, ça me permettait d'être en réflexion toute la journée. Donc, je me réveille le matin,
assez tôt, parce que je faisais pas la fiesta, évidemment, c'était pas le but. Le but, c'était, j'étais quand même au lit assez tôt, vers 9h30, 10h, donc c'était assez rigolo parce que j'entendais la musique des fêtards, mais moi, j'étais au lit à 9h30 et j'étais debout vers 7h du matin. Donc, généralement, j'allais me balader, je prenais un petit déjeuner, j'écrivais au bord de la piscine, parce que ça, c'est la chance d'être en Tunisie, même au mois d'avril, au mois de mai, d'avoir du soleil en profusion. Donc, et j'écrivais. Et puis, quand je fatiguais un petit peu, j'allais sur la plage, j'écoutais la musique au casque, mais ça me permettait toujours d'être en réflexion. Je ne pouvais pas parler à la fin de la journée. Voilà, si j'écris, ma femme peut dire comment c'est passé aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui, je coécris une nouvelle pièce avec un autre auteur, Marc Andréini. Et voilà, quand je rentre, elle me dit comment ça s'est passé. Oh, voilà, j'explique un petit peu. Et toi, voilà, on parle d'autre chose. Tandis que quand je suis seul avec moi-même, je ne peux penser qu'à la pièce. Et ça me fait gagner un temps fou. Un temps fou. Donc ça tourne, tu laisses venir et puis tu crées la trame et puis ok. Je prends des notes le jour où j'écrirai un one-man show. Ah, bah après, chacun a sa technique, hein, mais la technique de se retrouver tout seul, pour moi, est essentielle. Vraiment essentielle dans la création. Ok. Et donc, alors maintenant, on va passer à une autre partie de cette interview que je voulais vraiment aborder avec toi. C'est un peu comment toi, tu vis justement ta santé au quotidien. Et donc, en mars et novembre dernier 2020, on a découvert 2 grandes capsules venant de ta part sur tes 2 activités sportives de prédilection, puisque c'est la course aux bulles. C'est un peu comme ça que je l'ai appelé, où tu recommandais de courir aux bulles à verre 4 fois par jour. Et des flexions de jambes complètes d'anthologie. Moi c'est un peu plus mon dada, ce genre de choses. 17, c'était vraiment, je trouve, un chiffre très, très pertinent. On sent que le sport, voilà, il est un petit peu sur les notes de l'humour, un peu comme mon saxophone. Et dans une autre capsule, d'ailleurs, très, très émouvante, tu dis que vouloir recréer un monde parallèle pour prendre les petits chemins, le vélo et marcher. Comment tu vois, toi, aujourd'hui, ta santé, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été bousculées ces derniers mois, ces dernières années. Comment tu fais pour maintenir ta santé personnelle, pour être créatif, pour être un papa à la maison, pour être un entrepreneur? Quelles sont les bases de ta santé, je te dirais, au niveau alimentaire, au niveau du mouvement, au niveau de ton repos physique et mental? Et alors, dernier point, qu'est-ce qui te fait vibrer quelque part au quotidien? C'est beaucoup de questions. Oui. Alors, je vais commencer par l'essentiel. On dit toujours une chance. Je ne sais pas si c'est une chance, parce qu'en même temps, c'est ce que j'ai recherché et c'est une construction qu'on a eue ensemble avec ma femme. J'ai une chance d'avoir eu une femme maman, c'est-à-dire qu'elle s'occupe aussi bien de ses enfants que de son homme, ce qui veut dire que je mange des bons petits plats. Et depuis un petit temps, je crois que ça fait 5-6 mois, elle est végétarienne. Donc, on mange plus de légumes qu'avant. Et de ce fait, elle doit préparer évidemment des légumes autrement qu'avant. Avant, c'était des brocolis vapeur. Voilà, ça suffisait avec une entrecôte. Aujourd'hui, comme elle ne mange plus que ça, des brocolis vapeur, ça ne va pas. Donc, elle fait des petits plats relevés, des petits plats. Et ce qui fait qu'on a de plus en plus de plaisir à manger que des légumes. Je ne suis plus obligé, comme avant, d'avoir spécialement mon morceau de viande. Donc, ça, déjà, ça change beaucoup dans l'alimentation. On est quand même presque avec le poisson et le côté végétarien, on est entre 3 et 4 jours, on ne mange pas de viande. Ce qui est énorme par rapport à quelqu'un qui était un grand mangeur de viande comme moi. Ouais. Ça, c'est une première chose qui a pas mal évolué. L'autre chose, c'est qu'on ne boit pas de soda. Enfin, en tout cas, très, très peu. Les seules fois où je bois du soda, c'est avec un whisky. J'aime bien les whisky Coca. Mais sinon, on boit très peu de soda. Ou alors, c'est des petites canettes pour les enfants, mais c'est un apéro. Il faut que ce soit considéré comme un apéro, pas qu'une boisson journalière. Donc, on boit que de l'eau la journée. Et puis, elle nous donne toujours des vitamines, du zinc, toutes ces choses-là qui me permettent d'avoir un corps un peu plus entretenu. Après, le défaut que j'ai, c'est l'alcool. Voilà, ça, c'est vraiment le défaut que j'ai. Je bois beaucoup trop d'alcool. Et depuis le confinement, depuis cette pandémie, j'ai doublé ma consommation d'alcool. Donc ça, c'est pas embêtant pour le moral, c'est dommage pour le corps. Voilà, c'est plus parce que j'assume complètement ce que je fais, ce que je suis, donc ça me pose aucun problème. Mais c'est dommage. Et sans savoir que j'allais avoir cette conversation,
J'ai dit il y a 2 jours à ma femme, j'ai dit, écoute chérie, j'aimerais bien faire un petit régime, mais sans contrainte. Je veux pas changer ma façon de vivre. Juste essayer de voir, peut-être en prenant, je sais pas, des plantes le matin ou voilà, j'essaye quand même de tenir mon corps au maximum bien. On va dormir tôt aussi. Moi, je suis un couche tôt. À 10h, 22h, je suis au lit et je me lève tôt. Voilà, j'essaye au maximum de l'entretenir, mais c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit parce que voilà, quand on invite quelqu'un à manger, la bouteille de vin s'ouvre très vite. Quand on va chez quelqu'un, un petit verre de bière, ça va très vite dans le monde dans lequel on est. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais Oui, c'est vraiment c'est ça. dans le monde dans lequel on est, et surtout dans un monde du spectacle, parce que tu parles d'aller dormir tôt, mais bon, évidemment, quand tu fais des spectacles, tu peux pas aller dormir à 9h30, 10h, et donc il y a tout ce rythme qui est souvent changé, qu'il faut pouvoir trouver justement un équilibre. Donc on voit bien qu'effectivement, le sommeil est extrêmement important pour ta créativité. Effectivement, l'alimentation. J'avais eu l'occasion de discuter avec ton épouse en préparation de cette interview, justement parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer justement que la santé, puisque c'est mon métier, ça n'est pas spécialement quelque chose qui est codifié. Il y a une formule magique, hein, on essaie de nous vendre beaucoup de formules magiques en ce moment, de pilules magiques, mais non, c'est Bien sûr. l'équilibre de chacun. Et ce qui m'intéresse avec ce podcast, c'est de vraiment partager l'expérience d'entrepreneurs de tous les horizons. Et pour justement ce début d'année, puisque ce podcast sera proposé en 2022, début d'année, c'est de montrer que chacun peut justement trouver une part d'équilibre. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir avec ton parcours, c'est avec une telle créativité, avec une telle présence, mais ce que tu faisais au quotidien pour garder cette santé, cette énergie. Parce que, bon, je ne sais pas, quand tu es de moins bonne humeur, comment tu fais pour remonter sur les planches? Tu changes en un instant pour donner au public ou tu es toujours de bonne humeur? Il y a pas de, je n'ai pas de changement, c'est une continuité de ma journée. C'est être de mauvaise humeur. Ben, si je suis de mauvaise humeur, ça peut arriver, mais sur scène, c'est le comédien. Donc, imagine-toi, je suis de mauvaise humeur, voilà. Et si je fais ça, ah, ça va, de bonne humeur. Ben oui, bien sûr. Alors que je ne le suis pas, mais je joue le comédien. Donc, c'est la force que l'on a, nous les comédiens, de se mettre en application. Un joueur de guitare, s'il est de mauvaise humeur et qu'il doit jouer Stairway to Heaven, il ne va pas l'accélérer parce qu'il est de mauvaise humeur. Il va le jouer, il sera dans un autre état, lui, mais les gens ne vont pas le ressentir. Il va faire son travail. Donc, je ne. Alors maintenant, je vais être franc avec toi. Être de mauvaise humeur pour les jouer, je t'avoue, je n'ai pas l'impression de l'avoir déjà été, ou alors très, très peu. Donc, c'est quelque chose d'assez rare, puisque je fais ce que je veux. C'est Oui. une chance énorme. Hein. Je fais ce que j'ai envie, je fais ce que je veux. Donc, ça serait un peu absurde d'être de mauvaise humeur en se disant, oh là là, je vais faire ce que j'aime. C'est un peu, oh là là, je vais aller faire rire des gens qui vont m'applaudir en plus. C'est dégueulasse, c'est pas chouette. Ça serait incohérent. Donc, c'est assez rare. Maintenant, ici, quand je suis à la maison par rapport à ce qui se passe et des vidéos et tout ça, non, je ne vais pas te mentir, c'est pas toujours facile. Car parce que je suis une éponge et je prends aussi ce qui se passe. Après, moi, Bien je sûr. vais essayer d'en rire, je vais essayer de faire rire les gens. Mais à la base, j'ai dû quand même prendre cette chose-là qui est difficile et allez, on va la donner, mais avec joie et rigolade. Mais à la base, quand je reçois une mauvaise nouvelle, je prends par exemple récemment le port du masque pour les enfants de 6 ans, je grince des dents avant de vouloir faire rire les gens. Et Oui. ce côté montagne russe, c'est épuisant, c'est épuisant. Mais je reste debout grâce aux gens qui me donnent plein de positivité. Oui, c'est ça. C'est les deux questions que je voulais te poser à présent. C'est à la fois, qu'est-ce qui te pousse, quel est ton drive, puisque depuis le départ, c'est dans l'art et la comédie que tu voulais t'exprimer et tu le fais avec brio. Merci. Euh, Qu'est-ce qui te pousse finalement à le faire? C'est vraiment, comme tu l'as dit une ou deux fois dans des capsules, un exutoire où il y a un message derrière, ou c'est juste qui tu es et que voilà, il n'y a pas de question à se poser? Eh bien, je, c'est devenu, ça l'était pas, mais ça est devenu un partage, dans le sens où je reçois par centaines des messages d'amour, mais par centaines de messages me disant merci, grâce à vous, je tiens le coup, grâce à vous, je rigole de cette mascarade, grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous.
que je me suis aussi donné la mission de ne pas les lâcher. C'est un peu, c'est pas prétentieux du tout, hein, ces gens-là vivraient sans moi, hein, mais je me dis, voilà Stéphane, ils ont besoin de toi, tu as cette chance, je suis bien, j'ai cette chance d'être bien entouré par ma femme et mes enfants, j'ai cette chance de faire un métier qui me permet quand même de vivre, voire même de bien vivre, j'ai la chance d'avoir un toit qui est très beau, donc si je peux aider, parce que ceux qui sont dans la souffrance, c'est souvent des personnes seules, hein. Oui. Souvent des femmes seules ou femmes seules avec leur enfant. Donc, c'est souvent les messages d'amour. Donc, je me dis, mais c'est peut-être une mission aussi pour moi d'être avec elles ou avec eux. Et donc, j'ai pas envie de les lâcher. Je me dis, j'essaie, parfois, oui, et ils le savent très bien, je vais te donner deux anecdotes, mais parfois, je vais chercher à les faire rire parce que je dis, ils ont besoin de moi, il ne faut pas que je les lâche. Et souvent, quand des gens m'accostent dans la rue ou m'interpellent, et j'ai eu quelquefois, il y en a une qui m'a vraiment touché et qui correspond à ce que je viens de dire, qui m'a dit, Monsieur Cuvier, je le vois, parfois vous êtes épuisé, mais vous le faites pour nous. Et ça, merci. Et j'ai eu la larme à l'œil quand j'ai entendu ça, je dis, waouh, donc, et je lui dis, mais j'aimerais que ça se sente pas. Elle dit, mais c'est pas grave ça, vous êtes un humain, ben tant mieux alors. Donc, je me suis dit, ils ont compris Oui. qui j'étais. C'est-à-dire que ceux qui me suivent vraiment, ils ont compris. Ils ont compris que je peux parfois péter un câble. Ils ont compris que je peux parfois être grossier. Ils ont compris tout ça. Donc, nos codes entre nous sont très beaux maintenant. Et que je dis, je vous lâche pas. Ne lâchons rien. C'est la phrase que je dis à chaque fin de vidéo. C'est ne lâchons rien. On est ensemble. Tout à fait. Et donc ça, tu le fais pour ceux qui te suivent, pour nous, hein, parce que c'est clair que depuis mars 2020, nous aussi, on a comme j'ai reconnu certains de tes témoignages dans l'interview que tu as donné il n'y a pas longtemps sur le fait que, bah oui, en mars 2020, on a un peu suivi ce qui se passait. Puis Bien on a sûr. quand même posé quelques questions et puis on a regardé à gauche, à droite ce qu'on pouvait faire. Mais toi, quand ok, tu donnes ce moment de rire, de décaler aux autres, mais toi, quand tu as besoin de te changer les idées, tu vas aussi chercher un humoriste ou rire, ou tu vas faire totalement autre chose. Je fais totalement autre chose. J'ai besoin. Je suis épuisé, hein. La plupart du temps, je suis épuisé, même après une vidéo, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, Oui, pas de faire la vidéo, mais de créer une vidéo. La tourner en soi, ça va très vite, mais ça demande beaucoup de choses. Et puis, il n'y a rien à faire. Recevoir tout cet amour, c'est une grosse charge émotionnelle, mais recevoir aussi beaucoup de haine, c'est aussi une charge émotionnelle. Donc, oui, le fait que je suis entre des gens qui me disent merci Stéphane, je vous adore, je vous aime, merci pour tout ce que vous faites, et t'es vraiment un pauvre con, on va te faire foutre, connard. Je ne vais pas te mentir que c'est pas chouette. Donc, cette émotion me permet, souvent me fatigue. Donc, j'ai besoin souvent de faire une sieste l'après-midi. ok. C'est soit je fais une sieste, ou soit je vais me balader, ce qui est de plus en plus rare, puisqu'on ne peut plus aller nulle part, malheureusement. Mais c'est souvent une sieste. C'est ce que je fais au maximum. C'est C'est ça. me reposer. Oui, parce qu'effectivement, hein, moi je débute sur je dirais, les réseaux de manière officielle. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais au niveau public, c'est assez récent. Et je comprends très bien, effectivement, que quand on est vrai et qu'on donne cette émotion, ça peut être épuisant. Mais par contre, je ne connais pas du tout cet aspect négatif, hein, de ceux qui n'apprécient pas ce que tu partages, les haters, comme on dit, hein. Et j'ai beaucoup aimé aussi le syndrome de Stockholm que tu De as Stockholm, ouais. finalement bien expliqué. Et donc, et ça, tu en as parlé dans cette interview il y a quelques mois. Il y a vraiment eu une grosse angoisse par rapport à cette charge. Il y a eu un déclic. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis non, Stéphane, stop, qu'ils aillent voir ailleurs, je continue pour ceux qui me soutiennent? Ou comment tu as fait pour sortir de cette angoisse qui, là, je comprends tout à fait, pouvait être vraiment très intense. C'est aussi par une sieste? Allez, là, je vais dormir, et puis hop, tu t'es Non, relevé non. ou... Non, c'était beaucoup plus dur avant. C'était Ouais, plus dur parce que j'ai vraiment eu des crises d'angoisse, mais vraiment très fortes. Parce qu'à un moment, j'étais menacé. Voilà, on me menaçait de mort, on me menaçait de choses pas très chouettes. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter aussi, à me dire, bah, attends, je vais peut-être trop loin. Et j'ai inversé la vapeur. C'est-à-dire, j'ai commencé à me moquer de ces gens-là,
avec respect. J'avais fait une vidéo où j'avais repris tous les mots haineux, enfin tous les commentaires haineux que j'avais eus, et je leur donnais un petit bisou après chaque fois. Je le lisais, puis je faisais un petit bisou. Ou quand c'était très drôle, je fais bah, merci pour ce petit moment de rire. Donc je les bloque. Ils sont bloqués parce que celui qui me traite de con, je ne le traite pas de con. Celui qui me traite de con, je dis bah merci, c'est gentil. Au moins tu m'as regardé, c'est déjà ça. Et Ouais. ils sont bloqués. Et j'ai commencé à faire ça et j'ai vu que ça marchait, puisque plus j'avance, j'ai de moins en moins de gens haineux. Et depuis que je dis le syndrome de Stockholm, mais évidemment, ils n'osent plus venir Ouais. de nouveau m'attaquer parce qu'ils se prennent à leur propre jeu, puisque je leur dis, j'ai ben, gros bisous au syndrome de Stockholm, puisque effectivement, j'étais tombé, c'était quasi tout le temps les mêmes. Je me dis, il y a un truc qui est quand même curieux. Comment est-ce possible de venir m'attaquer tous les jours et tous les jours me dire que je suis un crétin, et tous les jours tu viens voir mes vidéos? Je ne comprenais pas. Et là, depuis que j'ai dit ça, ils sont un petit peu de plus en plus bloqués. Ouais. Ouais. C'est génial et c'est ce qu'on voit avec les différentes manifestations à Bruxelles, c'est que ça reste pacifiste. Il y a vraiment effectivement une position qui est à prendre, Bien sûr. non pas pour ou contre le choix de chacun, mais dans ce que l'on perd petit à petit, effectivement, en termes de liberté, en termes de développement Complètement. pour nos enfants. Hein. J'ai une petite qui en a 6, enfin 7 maintenant depuis quelques semaines et un grand qui en a bientôt 15. Mais ça fait 2 ans que ça dure, effectivement. Donc, en tant que parent, c'est tout à fait logique qu'on ait envie de sonner la sonnette d'alarme. Et Complètement. donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ben, toi, tu l'as vécu de manière très, très violente par rapport à ces messages, mais tu as réussi à transformer cette énergie négative en quelque chose de beaucoup plus serein pour toi et qui a fonctionné. Est-ce que ce serait, de manière générale, un conseil que tu pourrais donner aujourd'hui aux parents ou aux entrepreneurs, puisque je m'adresse surtout aux entrepreneurs, mais je veux dire, être parent, ça peut être une grande entreprise aussi, euh, de pouvoir trouver un moyen. Un jour, j'ai entendu parler de l'aïkido émotionnel. Mon fils faisait de l'aïkido pendant très longtemps et tu vois, l'aïkido, c'est on prend l'énergie de l'opposant et on l'envoie sur le côté. Et donc, je trouvais que l'aïkido verbal ou l'aïkido émotionnel, c'est ce que tu as fait. Hein. Tu as pris leur énergie, tu leur as renvoyé. Est-ce que c'est ça, de manière générale, que tu pourrais recommander aux personnes qui aujourd'hui, alors, on l'a entendu dans ton interview, tu as réussi à rebondir malgré bah, le monde du spectacle qui s'est totalement écroulé ces 2 dernières années et qu'il y a des portes qui se sont fermées, mais d'autres qui se sont ouvertes. Moi, personnellement, j'ai réussi à rebondir assez rapidement, mais il y a des gens qui sont vraiment, depuis 2 ans, dans des situations extrêmement dramatiques par ces différentes situations. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander au niveau de leur santé mentale, au niveau de leur santé globale? Ah bah, la première chose que je dis à tout le monde, et je cesse de répéter, je ne cesse de répéter, c'est la peur, ne pas avoir peur. Donc, j'ai compris ça, ne plus avoir peur. Moi, je bois trop, faut pas que j'ai peur de tomber dans l'alcoolisme. C'est que comme ça que je vais tomber si je commence à avoir peur de tomber dans l'alcoolisme. Donc, maintenant, je bois mon alcool, j'assume complètement. Des gens qui m'aiment pas, j'assume complètement. Ils me haïssent, ben oui, je peux le comprendre, je vais loin. C'est accepter ce que l'on est. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail, il n'y a plus rien qui m'arrête. Et ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Alors, c'est facile de dire à quelqu'un n'aie pas peur. Hein. Je le sais, c'est hyper Mm. facile. Je sais ce que ça représente, la peur. Je peux le comprendre. Moi, il y a très peu de choses qui me font peur parce que la peur m'empêche de réfléchir, m'empêche d'avancer, m'empêche de plein de choses. Donc, c'est un sentiment que je fais fuir. Et c'est celui que j'apprends à mes enfants. N'aie jamais peur. Jamais, jamais. N'aie pas peur. Fais-le. On verra bien. Tu te trompes, c'est pas grave. Tu te casses la gueule, c'est pas grave. Après, il faut pas être con parce qu'il y a des gens qui disent ouais, bah alors dans ce cas-là, on peut rouler à 400 km/h sur l'autoroute et t'as pas peur. Il y a une différence entre pas avoir peur et être con. Il Ouais. faut pas tout confondre. Donc, moi, j'apprends à ne pas avoir peur et ne pas être con. Donc, et ça, c'est la première chose. Et puis, accepter vraiment ce que l'on est et ce qu'on dégage. C'est l'accepter. C'est accepter soi-même. Mais c'est tellement bateau ce que je dis, mais c'est une force énorme. Ma femme a beaucoup évolué parce on est ensemble depuis près de 15 ans. Et j'ai vu grandir, puisque je l'ai connue quand elle avait 25 ans, la petite. Je l'ai vu grandir. Et je dis bien grandir, pas vieillir, grandir.
Et parce qu'au départ, elle était dans la peur. Il y a plein de Ouais. choses qu'elle s'est interdit de faire parce qu'elle avait peur. Et au fur et à mesure, elle a commencé à se dégager de la peur. Et aujourd'hui, bah, c'est même l'effet inverse. C'est même elle qui m'impressionne parce qu'elle ose faire des choses que moi-même, je n'ose pas. Parce que je me dis, enfin, je n'ose pas. Je suis plus vite fatigué. Je prends C'est un ça. exemple concret. Elle va dans les petits magasins. Toujours, elle porte jamais le masque. Jamais. Elle y va. Et si on lui fait la remarque, son petit frère fait bonjour avec un grand sourire. Ah, bonjour madame, vous n'avez pas le masque? Non, je ne porte pas. Mais vous me servez ou pas? Oui, oui, bien sûr. Et ça, elle arrive à faire ça tout le temps. Alors, je dis chapeau, quoi. Donc, elle, il n'y a Ouais. plus rien qui l'arrête. Et effectivement, jusqu'à présent, sur 20 fois qu'elle était dans un magasin, 19 fois, on l'a quand même servi. Alors qu'il Ouais. y a la crainte du masque, la crainte de l'amende, comme quoi la peur, quand on l'enlève, ça ouvre des portes. Oui, petit à petit, effectivement, parce que ça n'est pas arrivé, tu l'as dit, hein, sur 15 ans, tu as vu ton épouse grandir. Ah oui, Et oui. j'imagine que en toi aussi, il y a des choses qui ont changé entre ce que tu étais peut-être au début de ta carrière et ce que tu oses faire aujourd'hui. Euh, je, Ça m'a fait assez sourire une des dernières capsules où tu disais qu'un de tes clients s'est rendu compte qui tu étais, donc Ah il a oui, fallu oui, oui. changer un petit peu le programme. Mais bon, voilà, toi, tu étais correct tu ne t'es jamais caché. Bon, si eux, après, ne font pas le travail, voilà, Il y a c'est un leur problème, ça. responsabilité. Mais en tant que, effectivement, comédien, en ayant besoin d'un public, c'était un grand risque, quelque part, de pouvoir s'exprimer comme ça. Et là, ça montre bien que cette peur, tu l'as maîtrisée, tu l'as dominée, j'aime pas trop ce mot-là, mais tu as pu vivre avec et la transformer, en tout cas, la transformer. Oui, oui. Mais de nouveau, au départ, je me suis dit, bon, ben, tant pis, par rapport à la vie d'avant, je veux dire, avant ce qui se passe et après, c'est vrai qu'avant, j'avais envie de faire de la télé, d'être invité en télé, d'être invité en radio. Et quand j'étais pas, je fais, oh, c'est dommage. Ça m'attristait. Aujourd'hui, vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Et quel bonheur de ne plus être en attente de quelque chose. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je suis plus en attente. Maintenant, quand je fais un casting, je suis pris, c'est bien, je suis pas pris, tant pis. Il y en aura d'autres. Voilà, et ou pas. Voilà ma Oui, force aujourd'hui. C'est ou pas. Ce n'est plus une priorité. Ma priorité, c'est d'avancer chaque jour dans une construction, tant que je ne me détruis pas, ce qui n'est pas le cas, tant que je construis, tant que je vais de l'avant, tant que je fais encore du bien, tant que que ça me rapporte des sous aussi, bien sûr, tant que tout ça marche, je n'ai pas envie de changer. Et si les gens n'acceptent pas ce changement chez moi, ça, c'est leur problème. Et ils en font ce qu'ils veulent. Mais moi, je n'ai plus envie de changer. Et donc, de ce fait, je suis plus en attente. Et comme on n'est plus en attente, c'est euh, c'est 10 fois plus léger. Il y a plus des, c'est André Comte-Sponville que j'avais vu en colloque, mais je te parle de ça, j'avais 15 ans, comme quoi je m'intéressais déjà à ça, comme quoi, c'était assez marrant. C'est après qu'on se dit, mais tiens, oui, je m'intéressais déjà à ce qu'était l'humain. J'avais été voir, je devais avoir 15 ans, et il parlait du mot espoir. Il dit, c'est un vilain mot, l'espoir. L'espoir, c'est être en attente de quelque chose. Et il faut jamais être en attente de quelque chose. Et j'avais trouvé ça très fort. Et effectivement, je ne suis plus en attente des choses. Enfin, ça fait un petit temps que je ne suis plus, mais là, ça m'a renforcé. Je ne suis plus en attente des choses. Je fais les choses. Et après, elles viennent ou elles ne viennent pas. Mais je les attends plus. c'est ça. Et tu vis l'expérience que le moment présent que t'offre. Et donc, Tout à tu fait. parles de construction. Tout à l'heure, tu en as mis un tout petit peu l'eau à la bouche. Tu es en pleine création en ce moment. Il y a ton agenda sur les planches est prévu pour 2022. Alors, il est prévu pour 2022 une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle À trois sur un tandem. C'est une idée que j'ai trouvée et j'ai coécrit donc avec Marc-André Nice. C'est l'histoire je vis avec ma fille de 22 ans. Donc, elle vit avec son petit papa d'amour. Et elle me presse, un jour, je rentre sans le savoir et je la vois avec un homme. Et elle fait passer cet homme pour quelqu'un d'autre. Et en fait, cet homme, c'est son petit ami, mais qui a le même âge que moi. Et là, ça passe beaucoup moins bien. C'est ça. Et c'est prévu pour quand alors C'est prévu pour mars 2022, au Comédie Centrale de Charleroi, si mon souvenir est bon. Puis après, évidemment, il y aura une tournée. Et mon one-man show, que je vais mettre aussi sur pied, car il y a une énorme demande par le monde. Je veux dire par le monde, parce que on demande de venir partout. Et ça va se faire aussi
pour 2022-2023, un peu plus 2022-2023, mais ça sera aussi mon grand retour en tant que one-man show. Ça va faire du bien. One Man Show, ben oui, avec toutes les pépites que tu nous proposes depuis Ouais. plusieurs mois. Évidemment, une petite information sur ce One Man Show, ça va traiter euh, de sport, de quoi? Ça va traiter de libre, de la liberté. Je vais l'appeler sûrement résistance. De la liberté. Je vais dire vraiment tout ce que j'ai envie de dire, tout Ouais, ce que j'ai envie de partager. Je vais peut-être partager des anecdotes de ma vie parce qu'il y en a qui sont assez rigolotes. Et je vais peut-être partager ce que j'ai vraiment envie de dire. Je n'ai pas envie de me mettre à une table et dire, bon, qu'est-ce que je vais leur dire? Non, c'est, voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de leur dire. Ça, c'est bon, mon one-man show est là. C'est tout ce voilà. que j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça qui fera comment dire, la gaieté de ce one-man Oui, show, c'est que ce sera vraiment, je vais pas essayer de les faire rire. non. Voilà, de nouveau, je vais pas attendre qu'ils rient. Je vais raconter ce que moi j'ai envie et ce avec quoi je fais rire depuis des mois ces personnages, avec Josine, entre autres, et les faire rire avec ce qui m'amuse, moi. Et là, Ouais, je suis convaincu de ça. Si ça m'amuse, moi, ça amuse les gens. Ça, ouais, je prends toujours l'exemple de la blague. Euh, tu as remarqué souvent quand on te raconte une blague, c'est la personne qui a plus de plaisir à la raconter que te voir rire. Eh bien, c'est le même principe. Mais si tu vois qu'il a un bonheur à la raconter, cette blague, et que tu ris en plus, il peut la raconter 120 fois. Il sera toujours exactement. heureux. C'est le même principe. C'est du plaisir partagé. Et on a besoin de ça, je pense, aujourd'hui, hein, avec ces dernières années, ces derniers mois, c'est d'avoir ce contact, se permettre de rire, d'aller voir, d'aller au spectacle. Et donc, c'est de très, très bonnes nouvelles pour 2022. Je serai un peu loin pour venir te voir, mais en tout cas, on relayera Je l'information. vais venir au Canada, je le sais. Ah, ben voilà. Eh bien, écoute, on organisera ça, c'est sans souci. En tout cas, Stéphane, un tout grand merci de m'avoir accordé ce C'est moment. moi, David. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Ça me touche beaucoup. Donc, on va te souhaiter ben, de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on voit encore le sapin derrière toi, même si cet épisode Oui, sera proposé au mois de janvier. En tout cas, un tout grand merci pour tout ce que tu nous offres. c'est gentil. Merci à Avec toi. mon épouse, on est toujours impatient de regarder un peu ce qui se passe et de se dire, on n'est peut-être pas totalement fou, même si on est à l'autre bout de la planète. Donc un tout grand merci, de Merci à toi. belles fêtes de fin d'année en famille et de très bonnes, de bons souhaits pour l'année qui vient. Merci beaucoup, David. Je te le souhaite de même, évidemment. Ouais, merci. Et donc Merci à à toi. toutes et tous ceux qui nous ont suivis, n'hésitez pas à suivre donc la chaîne YouTube de Stéphane, son profil Facebook, c'est là où on peut le plus facilement avoir de tes nouvelles, Stéphane. Oui, je suis sur Facebook, Instagram, YouTube, VK et Telegram. Telegram. Eh bien, je mettrai tous ces Ouais. détails en bas de cette vidéo pour qu'on puisse Ah, c'est effectivement gentil. aller se régaler de ton agenda pour 2022 et de tout ce que tu peux nous partager. Voilà, à toutes et tous, passez une excellente fin de journée, de soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à contacter Stéphane pour son agenda. À très bientôt. Merci. Salut Stéphane. Salut.